Emmanuel Macron est un menteur. Lors d'une prise de parole, il dit aux Français qu'il supprime la redevance audiovisuelle. Mais il oublie de préciser qu'il continue de verser un chèque de 4 milliards d'euros par an aux médias du service public. On veut donc nous faire travailler 2 ans de plus parce qu'il manque des milliards dans nos caisses de retraite, mais des milliards partent en fumée pour financer les copains et les coquins de l'audiovisuel public. Les coquins, ce sont ceux qui dilapident notre argent. Ils se versent des salaires énormes, engagent des projets fous comme la plateforme vidéo Salto, vouée dès sa naissance à l'échec, et aucune sanction, notamment à l'égard de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Les copains, ce sont ceux qui profitent de notre argent. Comment expliquer que le service public a donné de l'argent pour plus de la moitié des productions de Bernard-Henri Lévy, des centaines de milliers d'euros déversés en pure perte pour lui, mais aussi pour les documentaires de son épouse, mais aussi pour ceux de son principal associé. Pour TVL, nous n'avons pas l'argent de l'État et nous faisons face en ce mois de juin à une situation très compliquée. Un vrai coup dur avec l'explosion de nos factures d'électricité. Votre télévision voit passer sa facture de 15 000 à 100 000 euros. Une facture multipliée par 6. Alors, téléspectateurs et amis de TVL, bougez-vous, mobilisez-vous, financez TVL contre les menteurs. C'est la seule solution. Chers téléspectateurs de TVL, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Aujourd'hui, vous allez retrouver Philippe Conrad et son invité Olivier Milza pour son livre qui est un précis inactuel de culture générale, les clés pour le temps présent. Retrouvons maintenant Philippe Conrad et son invité. Chers téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue dans notre émission Passé Présent. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur Olivier Milza, qui a publié aux éditions de l'Artilleur, excellente maison d'édition au passage, Clés pour le temps présent, précis à inactuel de culture générale. Clés pour le temps présent, précis inactuel de culture générale, qui est un livre, une petite bombe à retardement, et même une petite bombe tout court, à travers la multitude d'analyses et de réflexions originales et pertinentes qu'il nous présente pour mieux comprendre l'évolution de notre époque et tirer les leçons d'un certain nombre de dérives que nous subissons actuellement. Alors, Olivier Milza, quelle est la raison, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à réaliser cet ouvrage? Vous êtes, je ne l'ai pas précisé, vous êtes professeur d'histoire en classe préparatoire. Vous êtes au passage le fils de Pierre Milza, le célèbre historien d'histoire contemporaine. Pourquoi cette enquête à propos des clés pour le temps présent? Alors, il y a 2 raisons, mais les 2 sont liées. La première raison, c'est qu'on assiste depuis plusieurs années maintenant au remplacement, c'est le cas de le dire, progressivement de l'histoire par le mémoriel. Et le mémoriel me pose un problème. Il est légitime pour certaines communautés, mais il a tendance à porter l'analyse non pas sur l'histoire d'une communauté ou d'une séquence historique, mais sur le ressenti émotif. Alors, on ne fait pas d'histoire avec du ressenti émotif, on fait de l'histoire avec des sources, avec des archives, et parfois pour en découvrir les causes des événements historiques.
Et ce que voyant les ravages de cette dérive du mémoriel chez les étudiants, je me suis dit qu'il était important pour un historien de revenir aux sources de l'histoire et d'analyser l'actualité non pas comme un flash immédiat qui, comme disait Bernanos, ne nous apprend rien, puisqu'il faut ensuite analyser tout. Et puis la deuxième raison, mais elle est liée à la première, c'est que j'enseigne en classe préparatoire au niveau universitaire, en tout cas depuis plus de 30 ans. Et que j'ai vu évoluer la population universitaire. Et que j'ai beaucoup d'étudiants, pas tous, Dieu merci, beaucoup d'étudiants qui fonctionnent uniquement avec une vision immédiate, une espèce de présentisme de l'actualité. Ils ont l'illusion, que dénonçait d'ailleurs Bernanos dans La France contre les robots, juste après la Seconde Guerre mondiale, ils ont l'illusion qu'en étant branchés en immédiateté sur un événement qu'il aurait décrit, ils en comprennent les causes. Pour prendre un seul exemple, très rapide, récent, la cause de la guerre en Ukraine, c'est la guerre en Ukraine. Ce qui est le comble de la tautologie. C'est-à-dire qu'en gros, celui qui attaque, n'est-ce pas, c'est celui qui est cause de la guerre. C'est le méchant, et celui qui reçoit est le gentil, et on a toute une narratologie qui s'est mise en place progressivement, qu'on avait déjà vu pour la Syrie, d'ailleurs, pour l'événement syrien, voilà, et qui fait qu'à un moment donné, on remplace l'analyse en profondeur de champ, en temps long, comme disait Braudel, par un réactif émotionnel sur un événement. Voilà les deux raisons principales qui m'ont fait concevoir ce livre. Oui, et il y a eu d'autres événements au cours de votre carrière. Exemples. Vous avez pu constater également le phénomène, je pense à l'Irak par exemple, les deux guerres du Golfe lancées contre Saddam Hussein sur fond de propagande. Oui, c'est amusant d'ailleurs parce que je américaine. disais souvent aux étudiants quand on avait l'occasion d'en parler, quand le programme s'y prêtait, c'est un peu étonnant parce que donc Vladimir Poutine est un méchant qui attaque l'Ukraine, n'est-ce pas mais par contre les États-Unis sont des gentils lorsqu'ils envahissent l'Irak au moment de la deuxième campagne d'Irak, sans aucun mandat d'ailleurs. C'est assez amusant, c'est-à-dire qu'il y a le camp du bien et le camp du mal. Et ça, c'est dramatique, parce que si on en revient, moi j'ai 69 ans, j'ai fait mes études supérieures dans les années 70, on avait des professeurs qui étaient très engagés, des professeurs engagés à gauche, à droite, éventuellement à l'extrême droite et à l'extrême gauche, mais il y avait un vrai débat, si vous voulez, il y avait un vrai débat, même un débat historiographique qui s'inscrivait notamment dans les émissions de télévision, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus de débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vulgate, il y a une doxa, et si tu sors de cette doxa, tu es dans le camp du mal. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le journaliste normalisé a pris la place du professeur de Oui, tout à de fait. service. Le journaliste qui s'imagine d'ailleurs qu'il est objectif alors qu'il est au service d'une propagande d'État. J'ai toujours été étonné. Nous avions cette année, nous avons eu pendant 2 ans à Sciences Po concours commun, une question sur la peur. Et donc on a travaillé en philosophe, en historien sur cette question de la peur. Et je leur ai proposé quelques analyses, notamment en utilisant un peu l'épisode du Covid. Bon. Et je leur ai proposé, en leur disant, c'est une proposition, je vous impose rien, une vision qui était celle, par exemple, d'Ariane Bilran, par exemple, sur le débat interdit, en disant, il y a une narration qui nous a été imposée, des mesures qui nous ont été imposées. Il est amusant de voir d'ailleurs qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que le complotisme du lundi devient la vérité du samedi. Et ce qui m'avait étonné, c'est que mes étudiants, très courtoisement, me disaient, mais monsieur, mais c'est ce que disent les médias. Donc je leur dis, vous considérez donc que toute personnalité qui a une vision différente de celle des médias est forcément quelqu'un qui est complotiste, et donc pour vous, les médias ont un discours objectif sur l'actualité. Voilà, ça, c'est assez effrayant. Ils sont porteurs de la seule vérité avec un V majuscule. Et c'est effectivement très inquiétant quand on constate ce qu'est le paysage médiatique aujourd'hui, évidemment. Alors, dans votre ouvrage, dans ces clés pour le temps présent, vous insistez sur un certain nombre de points qui me paraissent tout à fait intéressants, et vous revenez sur le retour tout à fait spectaculaire et significatif de la géopolitique dans le discours permettant l'analyse des situations que nous vivons aujourd'hui, ce qui est un phénomène qui peut paraître banal depuis une vingtaine d'années, mais ça n'était pas du tout le cas au siècle dernier. Et comment interprétez-vous ce retour de la géopolitique post-guerre froide, en quelque sorte ? Pendant très longtemps, les progressistes, on va les appeler comme ça, ont boudé la géopolitique parce qu'elle était accusée d'être strictement allemande. Voilà.
Deux observations, c'est pas parce qu'elle est allemande qu'elle n'est pas pertinente, déjà, parce qu'elle était très antérieure au nazisme et à la réduction ad Hitlerum. Bon, donc déjà, oh là là, la géopolitique, c'est au service d'un impérialisme allemand. Bon. Surtout en France, où elle avait été bannie Ah, mais carrément bannie complètement. Alors, pas bannie complètement, mais il fallait faire des études d'histoire, par exemple, pour accéder, pour les gens de ma génération, et même tout de suite après, à ce qu'on appelait l'école française des relations internationales, qui a sauvé un peu, l'honneur de l'histographie française, parce que je sois Pierre Renouvin, plus tard Jean-Baptiste Durosel et bien d'autres, et leurs élèves, avaient maintenu cette idée renouvinienne de force profonde qui agissent sur les relations internationales. Mais enfin, ça c'était réservé, si vous voulez, à ceux qui faisaient de l'histoire. Cette géopolitique, elle a été bannie. Jusqu'au moment... Vous parliez de post-guerre froide, où on s'est rendu compte, un peu atterré, que la fin du mur de Berlin ne signifiait pas l'entrée dans le paradis, n'est-ce pas, européiste de la paix perpétuelle kantienne, qu'on assistait dans le monde au retour des impéria, enfin des impériums, donc des empires, Chine, Inde, Russie, etc., et que donc on rentrait à nouveau dans l'histoire, et que pour comprendre la position géostratégique ou géopolitique de la Chine ou de l'Inde, ou des pays du monde arabo-musulman d'ailleurs, etc., il fallait revenir à des clés de géopolitique, c'est-à-dire une analyse de la politique en fonction de la géographie, c'est-à-dire revenir aux forces profondes et donc à l'histoire. Avec un pionnier quand même chez nous qui a fait beaucoup pour ce retour, c'est la revue Hérodote. Hérodote, alors ça c'est ancien et c'est vrai. J'ai oublié le nom de son animateur. Et plus récemment, enfin ça fait déjà maintenant 10 ans, la revue Conflit. Mais la revue Conflit, qui est une remarquable revue que moi je conseille à mes étudiants en relations internationales. Bon, mais Hérodote a eu un rôle, Yves Lacoste a eu un rôle, vraiment un rôle important là-dedans. Mais quand même, je pense que c'est depuis 20-25 ans que la réalité qui s'impose à nous tous du retour de l'histoire et de l'histoire complexe, etc., nous a amené à nous dire, mais enfin l'analyse émotionnelle présentiste ne suffit pas, il faut qu'on revienne. Oui, et puis la guerre froide avait gelé en quelque sorte deux blocs idéologiques. Et prétendait annuler quelque part. Ça créait une fainéantise intellectuelle qui faisait, pour l'éternité, on aura le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, n'est-ce pas non, de toute façon, non. Le bloc de l'Est a explosé, mais bien avant 1989. Les premiers prodromes ont lieu à l'époque brejnevienne. Puis même avec la rupture sino-soviétique, même. Absolument, absolument. Et donc là, il a bien fallu retrouver les voies de la géopolitique et qui aujourd'hui, c'est des voies importantes qui permettent c'est pour ça que j'ai consacré ma première grande partie aux questions internationales, aux questions géopolitiques, où le plus d'imbécilité et de mensonges sont proférés à longueur de chaîne mainstream, pour essayer de comprendre un petit peu les racines profondes des comportements actuels. Oui, parce que vous prenez quelques cas concrets du traitement médiatique courant de certains événements. Il est clair que, par exemple, un épisode comme celui de l'insurrection en Syrie et la guerre qui a suivi, si on n'a pas en tête l'histoire du Proche-Orient depuis pratiquement un siècle, depuis les origines, il est évident qu'on n'a aucune capacité à comprendre les évolutions en cours. Et alors qu'on pointe du doigt évidemment la menace ou le danger que peut représenter l'islamisme, les frères musulmans, etc. Mais dans le cas de la Syrie, la répression menée par Assad père contre les islamistes, alors là, c'était considéré comme inacceptable. Donc il y a une bourrée de contradictions, tout ça aussi. Vous avez raison de pointer le doigt sur le cas syrien. Outre que c'est un pays que j'ai beaucoup parcouru comme guide conférencier de voyage, et qui m'a profondément marqué, donc que j'ai étudié en détail. La Syrie est le prototype du pays où la désinformation est totale. Par exemple, pour prendre un seul exemple, il ne s'agit pas de dire que Bachar el-Assad, c'est bien, il s'agit de comprendre qui est Bachar el-Assad. C'est un alawite. Une religion complexe, faite de masdéisme, un peu d'islam, etc. Mais c'est surtout une minorité, basée dans la région de Latakia. Et le deal, si j'ose dire,
proposé au Assad, dès Hafez el-Assad jusqu'à aujourd'hui, il est simple. Bon, vous reconnaissez notre pouvoir, je suis un peu le raïs, si vous voulez, syrien, et celui de ma communauté, mais en échange, je protège les communautés. Le plus bel hommage qui a été fait à Bachar el-Assad, ce qui a bien ennuyé d'ailleurs les chanceliers occidentales, l'ont été par les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient. Qui, s'ils n'ont pas été totalement génocidés, le doivent au Assad. Alors, avec des raisons, évidemment, géostratégiques et politiques des Assad. Mais voilà, ça, c'est pour moi de la réinformation. Dire, voilà, il ne s'agit pas de dire que c'est bien, il s'agit de comprendre pourquoi. Et surtout de revenir même à l'Antiquité, de ce qu'a été le monde syrien dans l'Antiquité. On est forcé de faire ça pour comprendre la lente évolution, effectivement, d'un pays. Et puis, cette désinformation aussi extraordinaire au moment des printemps arabes. Alors, j'entendais ça partout, les printemps arabes, dont je me suis méfié tout de suite. D'abord, parce que c'était extraordinaire, c'est que les mêmes intellectuels qui vous disaient il ne faut pas appliquer au monde arabe des clés de lecture occidentales parlaient de printemps arabe comme si on était en 1848. Bon. Alors que ce n'était pas du tout la question. Voilà, le monde arabo-musulman a un certain nombre de difficultés, pas assez d'élite politique moderne, en particulier, une conception très califale du pouvoir, c'est comme ça, ils sont comme ça. Voilà. Ils ont besoin d'un homme de référence, d'un raïs, etc. C'est la réalité. Il ne s'agit pas de dire que c'est bien, il s'agit de dire voilà ce qui explique l'évolution de nos amis du monde arabo-musulman et faire comprendre aux étudiants ou à un public qui a envie de comprendre les choses que adresser des satisfecit ou des condamnations sur ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Oui, ça n'a pas véritablement de sens. Et d'ailleurs, à ce sujet, qui est un spectateur éclairé de l'évolution de ces mondes-là, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'évolution du Proche-Orient, de la Syrie et puis du Proche-Orient avec la nouvelle donne qu'apporte le rapprochement irano-saoudien? Est-ce que vous imaginez qu'on peut penser à la possibilité d'une stabilisation par rapport aux multiples tensions qui agitaient ce monde-là depuis des décennies? Je vais sans doute scandaliser ceux qui sont des démocrates systématiques. C'est bien d'être démocrate, mais dans ce pays, dans cette région du monde, ce n'est pas la démocratie. L'Iran, comme la Turquie d'Erdogan d'ailleurs, aspire à devenir des grandes puissances régionales. J'ai l'impression que, nonobstant d'autres conflits qui peuvent avoir lieu, ça peut aboutir à une stabilisation momentanée. On a une vision en Occident du mauvais Erdogan, le vilain, le pas beau. Bon, c'est comme ça, il est pour le pantouranisme, le retour au panottomanisme. Bon, ça a un problème avec les Kurdes, etc., etc. Mais malgré tout, il y a une forme de stabilité. Et puis, c'est vrai que les nouvelles relations, comme vous notiez, entre différents partenaires, stabilisent un peu les choses, même si la guerre au Yémen nous montre bien les tensions entre les différents partenaires. En tout cas, ce sont des pays qui se cherchent. L'Iran est un pays étonnant, que je connais un petit peu. Il faut faire très attention avec l'Iran. Ce sont des politiques, les dirigeants iraniens. Il ne faut pas les prendre pour des enturbanés, excusez-moi. On peut condamner... Ils ont tout l'héritage. On peut condamner ce qu'on veut, mais ces gens-là ont le sens de l'histoire. Voilà, bien sûr. Et d'ailleurs, curieusement, ils se revendiquent aussi, comme le faisait le Shah. Le Shah d'Iran, on remonte à Persépolis, pratiquement. L'empire perse de absolument, l'Antiquité. absolument. Et ça, on ne veut toujours pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre parce que nous, on est le pays, je parle de la France et de l'Europe occidentale, en tout cas, qui a décidé de supprimer toute référence historienne. Bon, c'est comme ça. Le monde commence maintenant, c'est une folie. Bon. Eux, pas du tout. Ils ont 2000, 3000, 4000 ans d'histoire. Et ils essayent. Je pense à un autre pays comme l'Inde, qui va devenir une des grandes puissances de la région, pays que j'ai beaucoup parcouru à titre personnel. C'est un pays qui cherche désespérément et qui parvient plus ou moins à essayer de concilier maintenir la tradition, notamment la tradition religieuse, la richesse extraordinaire de l'Inde et la modernité. Bon, eux, ils essayent de faire ça. Ils ne veulent pas brader, si vous voulez, une partie de... Ce qu'avait réussi le Japon au 19e siècle. Ce qu'avait réussi, d'une certaine façon, Meiji, effectivement, qui était parvenu un petit peu. Et ce qui est plus proche de nous, alors c'est peut-être parce que j'ai écrit beaucoup là-dessus, ce qui a été la très belle expérience pour moi du monde austro-hongrois. Le monde austro-hongrois était parvenu à concilier dans un État non pas multinational, mais cimenté sur l'autorité de l'empereur. Vous savez, François-Joseph disait toujours « Ne touchez pas à mes juifs ».
C'est assez intéressant d'ailleurs. Hein. Bon, oui, bien sûr. voilà, ne touchez pas à mes juifs. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous parlez slovène, slovaque, tchèque, hongrois. Plusieurs premiers ministres de l'Empire austro-hongrois furent hongrois. Bon, à condition que vous obéissiez à une certaine autorité. C'était pas mal le modèle austro-hongrois. Bon, il a éclaté au moment de la guerre de 14, bien entendu. Donc ça me semble tout à fait important. Et je pense que pour le monde arabo-musulman, enfin l'Orient en général, tout va se bouleverser complètement, effectivement, avec de nouvelles forces, de nouvelles solidarités, vous le notiez tout à l'heure, tout à fait étonnantes, qui d'ailleurs, à un moment donné, stabilisent plus ou moins les relations avec Israël, d'ailleurs. Hein. Bon, notamment en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, de ce point de vue-là, je pense pas qu'avec TV Liberté, je me ferais des ennemis, mais je dirais qu'il y a un homme qui avait fort bien compris ça, et dont la politique étrangère avait été tout entière portée là-dessus, c'est un certain Donald Trump, n'est-ce pas? Oui. Bon. Donald Trump qui est le prototype, je reviens à notre premier propos, du personnage qui a été, dès même pas son élection, dès sa candidature, il était le nouvel Hitler. Moi j'ai entendu des gens qui me disaient c'est Hitler, voilà c'est tout. Le bilan diplomatique de Trump est intéressant. Le personnage est un peu énervant avec ses tweets à l'emporte-pièce, c'est pas la question. Mais si vous voulez, pire que Reagan d'ailleurs, mais voilà quelqu'un qui effectivement a compris peut-être que on était dans une mutation totale, on assiste à une mutation totale de la géopolitique mondiale. Du rapport des forces dans le monde. Et ce fameux... ça donne à Samuel Huntington, qui... Alors, moi, j'ai entendu des choses sur Huntington. Bien sûr. Mais monsieur, ce type est anti-musulman. Vous lisez les 8... Je leur dis, vous avez lu les 800 pages de civilisation? J'ai même jamais entendu un procès aussi fort et parfois intelligent sur la colonisation de chez Huntington. Il faut arrêter les bêtises. Bon, pas du tout ça, mais le retour à un conflit intellectuel et religieux, on est dedans. Ouais. On est dedans. Voilà, il avait tout à fait raison. Et puis quand il imaginait le réveil aussi d'un monde slave orthodoxe, absolument, dont il faisait un espace spécifique pour même Hélène Carrère d'Encausse, que j'ai l'honneur de connaître un petit peu, qui fut un ami de mon père, une collègue éminente historienne, même elle n'avait peut-être pas compris cette remontée du slavisme et de l'eurasiatisme russe. Bah oui, elle l'avait un petit peu mis en sommeil, elle s'était un peu trompée d'ailleurs là-dessus. Éclaté, dans son empire éclaté. Valorisait les périphéries comme moteur du bouleversement soviétique. Et puis en fait, non, c'est parti du centre slave, la révolution qui a abouti à la fin de l'URSS. Hein. Alors il y a dans cette perspective de formation de nouveaux espaces impériaux, certains diront d'États civilisationnels qui regroupent autour d'eux un certain nombre de pays proches. Qu'en est-il de cette Union européenne institutionnelle aujourd'hui, dont on cherche vainement à quelle adhésion populaire elle pourrait correspondre? Est-ce que l'Europe, ça va rester une Europe fragmentée, une Europe des nations? Est-ce qu'il y a la perspective, la possibilité, selon vous, d'une dynamique qui permettrait d'accéder à l'Europe puissance, certainement pas avec les institutions et les dirigeants actuels? Quelles sont les hypothèses auxquelles vous pensez pour l'avenir sur ce terrain précis? Europe des nations, sûrement pas. Puisque de toute façon, l'européisme détruit les nations. Bon, détruit les nations, détruit les peuples sciemment pour une raison simple, c'est que l'européisme n'est qu'un vecteur du mondialisme américain et que si on veut créer un monde de consommateurs serviles, qu'importe leurs origines, donc ce qui s'oppose le plus à ce projet mondialiste, c'est les peuples. C'est les peuples, c'est les identités, c'est les héritiers, c'est les traditions. Donc ça, on n'aura pas. Moi, je pense plutôt à court terme. À long terme, je ne suis pas prophète. De toute façon, un éclatement de l'Europe, c'est déjà fait. Vous avez une Europe orientale qui regarde ailleurs et une Europe occidentale. Bon. L'Europe ne pourra jamais, enfin jamais, ne disons pas cela, mais pour le moment, elle ne peut pas devenir un impérium, parce que pour avoir un impérium, il faut deux conditions. Il faut une première condition qui est militaire, on n'a pas d'armée européiste. Je dis iste pour pas qu'on confonde avec européenne, on n'a pas d'armée européenne, bien entendu. Hein, bon. On n'a pas de politique étrangère commune, c'est pas vrai du tout, on a des intérêts très divergents. Et surtout, ce qu'on ne comprend pas en France,
qu'on comprend trop et qu'on n'aime pas, c'est que ce qui distingue l'Inde, la Chine ou la Russie, par exemple, c'est que ce sont des ensembles qui se situent par rapport à une histoire, à une identité, à une culture de temps long et profonde. C'est ça qui les fédère. Alors que chez nous, au contraire, on cultive l'amnésie. Ah mais l'amnésie, ou pire encore, on apprend aux élèves à détester le pays en lui montrant que les aspects les plus négatifs. Donc c'est quelque chose d'assez effroyable. C'est-à-dire, bon, voilà, la colonisation, etc., sans aucune nuance d'ailleurs, soit dit en passant, ou le régime de Vichy, bon, etc., sans aucune nuance d'ailleurs. Donc bon, dans ces autres pays, et je pense notamment à la Russie, même si parfois ça m'énerve parce que je ne suis pas particulièrement communiste, je serais même plutôt un peu anticommuniste, en tout cas antitotalitaire, mais je peux comprendre à un moment donné que Poutine se soit dit, si on commence à rentrer dans la repentance historique, on détruit l'identité de la Russie. Je peux le comprendre. Et puis il y a les 20 millions de morts de la Grande Guerre patriotique. Voilà. Alors qu'ils s'en servent, que les 20 millions de morts de la Grande Guerre patriotique, qui s'appelle d'ailleurs la Grande Guerre patriotique, soit une utilisation, ce qu'est de bonne guerre, mais je crois qu'il y a là quelque chose de fort, qui est que c'est un dirigeant qui effectivement n'a pas supporté la fin de l'Empire, mais surtout l'humiliation qu'a subie la Russie depuis 89-91. Une vraie humiliation que j'ai vécue, j'ai beaucoup vécu en Russie à cette époque. Une humiliation de tout le monde, voilà, et qui essaye de redonner de la grandeur à son pays. Alors parfois, ça peut être assez brutal, ça peut être assez radical, mais bon, voilà. Et ce que nous ne comprenons pas, par exemple, en Europe, c'est que les sanctions totalement inutile, que nous imposons aux Russes, loin de... il y a une opposition en Russie, certes, mais loin de relâcher les liens avec Poutine, renforce le patriotisme russe. Vous savez, les Russes, ils regardent les réseaux sociaux. Ils regardent l'Europe occidentale déprogrammer Tchaïkovski ou Rachmaninov parce que c'est la Russie et donc c'est le mal. Ils voient que Gogol est interdit, n'est-ce pas, d'études parce que Gogol c'est un Russe. On croit rêver, n'est-ce pas? Bon, voilà. Il y avait 2 universités françaises en Russie, dont celle qui était animée par Marek Alter en particulier, qui a été fermée. Voilà. Marek Alter, que j'ai entendu récemment dire, mais c'est absurde. Il faut essayer de dire à Poutine, on comprend ce que vous avez vécu, il faut arrêter cette guerre et faire un traité de paix, mais surtout pas déconstruire complètement la culture russe. Enfin, c'est aberrant. Mais d'ailleurs, Sciences Po a rompu des relations qui étaient établies avec les universités russes, je crois. Oui, et enfin Sciences Po, notamment Sciences Po Paris, est devenu quand même, il faut que je ne sois pas trop sévère, puisque je fais des classes préparatoires à Sciences Po. Je veux dire, le fer de lance du wokisme, quand même en France, il faut être honnête. Donc bon, voilà, aujourd'hui, il y a même des restos russes qui ferment. Enfin, on vit dans un... si vous voulez, c'est comme si... Je ne sais pas, Yankelevitch avait dit je ne reparlerai plus allemand après la guerre. Mais ça n'engageait que ce grand philosophe. Mais enfin, c'est comme si, après la guerre, on avait décidé de dire, voilà, on ne lira plus ni Goethe, ni Hölderlin, ni Hegel, ni Kant, parce qu'il y a eu le nazisme. Enfin, voilà, c'est absurde. Et nous, on est là-dedans. Ouais. Et alors, il y a un point sur lequel vous insistez beaucoup dans votre livre, c'est l'opposition entre mémoire et histoire. Oui. Vous l'avez un peu évoqué au début de notre entretien. Je voudrais que l'on revienne sur cette affaire-là. Et quelle perspective est-ce que vous imaginez pour faire triompher dans ce débat, pour faire triompher l'histoire ? Oui, mais alors là, cher Philippe Conrad, si on veut refaire triompher l'histoire, il faut faire de la politique. On ne fera pas triompher l'histoire sans choix politique, avec une majorité politique dirigée par le président de la République, pour qui, je cite, il n'y a pas de culture française, mais voilà, etc. Bon, donc ça, c'est pas possible. Bon, voilà, on ne fera pas ça, voilà. Donc ça veut dire aussi, quand même si vous m'avez invité pour parler d'histoire et pas de politique, une reconquête politique. Il faut être quand même évident. On a plusieurs familles politiques, la NUPS, qui est révolutionnaire, qui revient aux vieilles arcanes du marxisme révolutionnaire, qui par définition déteste le patriotisme. Du passé faisons table rase. Du faisait table rase, fout l'esclave debout debout. Et on a un parti socialiste qui n'existe plus, on a un LR qui est en train de se fondre complètement dans la majorité présidentielle. Finalement, en dehors de Debout la France et du Rassemblement national et éventuellement de Reconquête, mais qui n'est pas au Parlement. Voilà, tant que nous serons dans une perspective de déconstruction permanente, il est bien évident que nous ne parviendrons pas, même si des livres modestes comme le mien et d'autres auteurs, bien sûr, essayent
En tout cas, je rappelle le titre de votre livre, Olivier Milza, Clés pour le temps présent, précis inactuel de culture générale, aux éditions de l'Artilleur. Merci Olivier Milza. Merci Philippe Corral. Merci Philippe, merci Olivier Milza, dont je rappelle le titre de l'ouvrage, précis inactuel de culture générale, clé pour le temps présent, aux éditions de l'Artilleur. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lannes et sa petite histoire, mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Bon, aujourd'hui on a du boulot. À l'occasion de la sortie de ce hors-série de la nouvelle revue d'histoire sur le sujet « Être minoritaire en terre d'islam », nous allons nous intéresser à la question de l'Espagne musulmane et du mensonge de la cohabitation heureuse et harmonieuse. Ah oui, c'est bien connu, en terre d'islam, c'est le bonheur total. On rigole, on danse, on rit. Quand on parle de l'Espagne musulmane, on parle bien sûr de la période pendant laquelle l'Espagne, Al-Andalus, a été occupée par les musulmans. Ça va de l'invasion de l'Hispania visigothique en 711 jusqu'à la fin de la Reconquista en 1492. Et aujourd'hui, on nous présente, les spécialistes français nous présentent en tout cas cette période d'occupation musulmane comme une période harmonieuse où régnait l'amitié, la convivialité, l'échange culturel et religieux, et mon cul sur la commode, etc. Cette question, pour les historiens d'aujourd'hui, idéologisée à l'extrême, a pris la dimension d'un véritable enjeu culturel. On veut nous faire croire à une cohabitation harmonieuse et pacifique entre juifs, chrétiens et musulmans, de la même manière qu'aujourd'hui, on veut nous faire gober les mêmes sornettes concernant les flux migratoires qui nous touchent. Alors l'Espagne musulmane, Al-Andalus, est-elle un exemple de vivre ensemble ? Non. Comme le montrent aujourd'hui les historiens sérieux qui veulent bien s'intéresser de près et objectivement au sujet, comme par exemple Rafael Sánchez Sos, les musulmans ont implanté un régime très pervers qui n'a eu de cesse d'humilier et de persécuter les juifs et les chrétiens. Un autre historien a fait un remarquable travail sur le sujet, il s'agit de Séraphin Fanjul, donc Séraphin, je m'excuse pour l'espagnol, tout ce que je sais c'est que les J se prononcent R, donc Séraphin Fanjul. Pour lui, il s'agit tout simplement d'un régime, le régime mis en place par les musulmans, qui s'apparente à l'apartheid en Afrique du Sud. Alors on est déjà loin de la cohabitation heureuse là. Hein. Certes, il y a eu des échanges culturels, et ça c'est normal, proximité oblige, mais pour lui il s'agissait d'une période terrifiante pour les minorités en terre d'islam, en terre nouvellement conquise. Cet historien prend à rebrousse-poil l'idéologie dominante qui veut nous montrer Al-Andalus comme étant une terre riche, pacifique, raffinée, qui a en plus apporté toute la culture de ce Moyen-Âge. Et cette civilisation supérieure, eh bien, elle aurait chuté à partir du moment où les royaumes chrétiens du Nord, ces barbares incultes, auraient repris possession de ces terres. On va commencer par le commencement. De 711 à 756, pour l'historien, il s'agit d'une véritable orgie de sang. Et pas seulement envers les juifs et les chrétiens, mais entre musulmans. Il y a des tensions et des rixes entre la caste arabe, qui est minoritaire mais qui a le pouvoir, et les berbères, qui sont majoritaires mais qui ont été écartés de ce pouvoir. Et concernant les 4 à 5 millions d'hispano-romains et d'hispano-visigoths, ils ont très vite détesté l'envahisseur qui a dû faire face à de nombreuses révoltes. Alors quand les musulmans parvenaient à s'entendre entre eux, ils envoyaient des armées contre les chrétiens, mais la plupart du temps, quand ils étaient en conflit, ils se contentaient de razzias sanglantes. Mais le ton va se durcir crescendo à chaque fois suite à l'arrivée de croyants plus fondamentalistes qui reprochaient à ceux déjà sur place de ne pas avoir assez islamisé le pays. On a eu les Omeyyades en 756,
les Almoravides en 1086 et les Almohades en 1145. Et sous le règne de tous ces dirigeants éclairés, on peut citer de nombreuses persécutions antichrétiennes comme à Cordoue au IXe siècle, ou encore le massacre des frères missionnaires qui avaient osé pénétrer dans Grenade pour prêcher la parole du Christ. On peut encore citer la déportation des chrétiens en Afrique ou encore les pogroms lancés contre les juifs. Et si on se réfère aux chroniques de l'époque, tant musulmanes que chrétiennes, eh bien on nous parle d'un état de guerre permanent. Et aujourd'hui, par magie, c'est devenu un état de paix et un modèle de vivre ensemble. Mais bon, allez comprendre. Le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'on nous présente Al-Andalus comme un état multiconfessionnel, multiculturel, alors qu'il était avant tout et surtout un état musulman de langue arabe. C'est tout. Concernant les chrétiens qui étaient restés sur place, eh bien ils ont été islamisés de force, et pour les chrétiens et les juifs qui restaient, ils étaient tolérés au début, puis acceptés en fonction des circonstances. Voilà, je me suis mal levé le matin, je suis de mauvaise humeur, j'ai mal à la gorge, un petit pogrom, une petite déportation, et tout s'arrange. Un royaume de paix absolue. Comme je le disais, il y avait la majorité de la population d'Al-Andalus qui était islamisée, pour 90% d'entre eux au XIIe siècle, et concernant les minorités, certes, ils avaient le droit à l'existence en fonction des circonstances, mais une ségrégation de fait était placée entre les musulmans et eux. Ce qui a conduit l'historien que j'ai cité tout à l'heure à parler d'un régime qui s'apparente à celui de l'apartheid en Afrique du Sud. Le vivre ensemble, mais derrière un mur, quand même. Pour ce qui est des droits qu'avaient les chrétiens en cette terre musulmane, eh bien on s'aperçoit que ce sont des droits tout à fait honorables et pas du tout discriminatoires. Le musulman avait le droit de se déplacer à cheval alors que le chrétien était lui monté sur un âne. C'est super, on appréciera le geste. L'église, quand elle n'était pas rasée bien sûr, devait être plus petite que la mosquée. Le chrétien, dhimmi, devait payer un impôt supérieur et les amendes qui le touchaient étaient également supérieures. Par exemple, elles étaient inférieures de moitié pour les musulmans. Ça c'est cadeau, c'est les allocs. Les mariages mixtes étaient bien sûr interdits, et on nous dit également qu'un chrétien qui tuait un musulman, même en cas de légitime défense, était condamné à mort. Ça c'était radical. Par contre, dans le cas inverse, si un musulman tuait un chrétien gratuitement comme ça, parce qu'il avait mal à la gorge, pas de problème. Un chrétien n'avait pas le droit d'avoir une maison plus haute que celle d'un musulman, il n'avait pas le droit d'avoir des serviteurs musulmans, et il devait se lever quand un musulman entrait dans une pièce. Mais là, c'est la moindre des choses, quand même. Voilà le portrait de la société multiculturelle où règne le vivre ensemble et l'harmonie que nous vantent nos idéologues d'aujourd'hui. C'est beau, c'est beau. Je finirai par un dernier mot concernant l'héritage musulman que les musulmans auraient légué à l'Europe médiévale et qui aurait fait toute la culture médiévale. Je vais citer l'historien Fandroul. Pour lui, qu'on le veuille ou non, sur le plan religieux, l'Europe n'a pratiquement rien pris de l'islam, ni les dogmes, ni des arguments théologiques, ni des références textuelles. Elle n'a rien pris non plus dans le domaine juridique, institutionnel ou politique. Et concernant la culture populaire traditionnelle espagnole, à laquelle on a prêté de nombreuses influences musulmanes, eh bien ces influences sont tout à fait marginales. Elles ont été marginales surtout par rapport à l'immense héritage latin et chrétien qui constitue la majorité de ces sources. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur ce sujet. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres situations, comme par exemple dans les Balkans ou même concernant les chrétiens d'Orient, sur le fait de savoir ce que c'est de vivre en terre d'islam en étant minoritaire, je vous conseille bien entendu ce numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire hors série d'Al-Andalus aux chrétiens d'Orient, être minoritaire en terre d'islam. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur TV Liberté.